Bonjour à tous. Nous sommes le samedi 24 janvier 2026 et nos chers amis Larry Johnson et Larry Wilkerson sont avec nous. Bon retour parmi nous. Eh bien, je suis content d'être là où je suis. Au moins, vous savez, vous êtes dans les régions enneigées où que vous soyez. J'ai l'impression que Leningrad empiète. Colonel, qui est la personne la plus belle ici, tu sais? Eh bien, sans aucun doute, vous l'êtes. Le type en Floride avec cette belle chemise. Oui. Laissez-moi commencer par le renforcement militaire, ici en Asie de l'Ouest. D'après ce que j'entends des responsables iraniens, chaque fois que nous parlons de ce qui se passe en Asie de l'Ouest, ils le prennent très au sérieux. Ils ne cessent de dire « Nous sommes prêts ». Chaque fois que je leur pose la question, c'est leur réponse. Et voici ce que J.D. Vance a dit à propos de ce renforcement militaire au Moyen-Orient, en Asie de l'Ouest, et de l'objectif que cela poursuit. Eh bien, évidemment, le président a beaucoup de cartes à jouer. Je ne vais pas révéler exactement comment il compte les utiliser. Mais écoutez, je pense que nous voulons simplement nous assurer d'avoir des options. Nous avons beaucoup de force dans la région et nous avons des personnes qui pourraient être en danger. Une partie de toute notre structure d'alliance là-bas, avec l'Arabie saoudite et ses autres pays, signifie qu'ils investissent beaucoup aux États-Unis d'Amérique. Nous devons nous assurer d'avoir des gens sur place pour protéger nos actifs dans ces régions du monde. Et je pense que le président voulait simplement s'assurer que si, Dieu nous en garde, les Iraniens faisaient quelque chose de très stupide, nous aurions les ressources nécessaires pour réagir. De quoi parle-t-il? Honnêtement, je ne comprends pas dans quelle situation l'Iran attaquerait, ni pourquoi il aurait besoin d'attaquer qui que ce soit dans la région. Je parle du gouvernement iranien, colonel. Eh bien, il renforce, je pense, d'une manière assez spectaculaire, le fait que cette administration veut que le peuple américain, et peut-être qu'ils le ressentent eux-mêmes, peut-être que Vance le ressent lui-même, mais ils veulent certainement que le peuple américain pense, ou du moins que leurs partisans pensent, que l'Iran représente une menace pour les États-Unis, ce qui est clairement faux. Il faut donc maintenir ce genre de discours en permanence pour convaincre les électeurs potentiels que vous faites face à une menace sérieuse en Asie du Sud-Ouest, ce qui est absurde. Mais quand avez-vous vérifié pour la dernière fois la capacité du peuple américain, du moins 60% d'entre eux, à faire la différence entre une menace réelle et une menace exagérée? Donc il exagère la menace. Mais je pense aussi qu'il y a ici quelque chose de plus néfaste. Rappelez-vous des opérations précédentes concernant l'Iran, à la fois diplomatiques et militaires. Je pense que nous mettons en place un scénario qui d'abord satisfait Bibi Netanyahou, au moins temporairement, car il a eu certains problèmes, notamment avec le dôme de fer au-dessus d'Israël. Et il a eu d'autres difficultés militaires qui l'inquiètent quant à sa capacité à résister à une attaque iranienne. Et, en effet, a lancé sa propre attaque juste avant ou pendant celle-ci. Ensuite, il n'est pas totalement sûr que Donald Trump soit déterminé à se tenir à ses côtés. Je pense qu'il compte sur la Turquie. Étrangement, je pense qu'il a la mainmise totale sur la Jordanie et peut-être sur d'autres. Mais je crois qu'il est surtout préoccupé par Donald Trump. Et le dernier point que je voudrais souligner, c'est qu'il faut continuer à répéter ce genre de choses. J'ai vu une copie assez fidèle du CONOPS, le concept d'opération, et tout ce qui se passe en ce moment, en termes de déploiement de porte-avions, de chasseurs, d'avions de soutien, et d'autres éléments nécessaires pour que les États-Unis puissent mener une frappe d'ampleur considérable en coordination avec Israël contre l'Iran, est en train de se mettre en place. J'en conclus donc qu'il s'agit aussi d'un mouvement de pression, à moins qu'il ne soit
soit effectivement exécuté. Mais je ne sais pas si cela ne va pas être exécuté. Et l'autre chose que j'ignore, c'est si Bibi n'a pas sorti la carte Trump, dont on m'a dit qu'il s'était déjà servi pour pousser Trump à bombarder le site nucléaire. En gros, il menace d'utiliser une arme nucléaire si Trump ne se joint pas à lui. Donc on a tous ces éléments dans ce qui devient, je pense, de plus en plus évident pour tout le monde, et pour un nombre croissant d'Américains, comme des administrations fondamentalement imprévisibles et peut-être même incompétentes à bien des égards, dirigées par un homme qui perd ses moyens. Bref, un désastre. Un désastre complet, à mon avis. Et je ne sais pas comment l'interpréter. Est-ce que cela va se produire? Et est-ce que cela va se produire dans les 72 prochaines heures? Larry, comment vois-tu la situation en Asie occidentale et à travers l'Europe? Eh bien, laissez-moi prendre un peu de recul. Je pense que l'essentiel ici, c'est le contrôle que les sionistes exercent sur Donald Trump. Cela peut sembler s'écarter du sujet dont nous parlons, mais je pense que c'est pertinent. Regardez qui est allé au Kremlin hier pour rencontrer le président Poutine. Steve Witkoff, un sioniste juif, Jared Kushner, un sioniste juif, et j'ai oublié le nom du troisième homme qui les accompagnait, mais c'était un sioniste juif de 36 ans. Qui est le gardien de l'accès à Trump, le chef de cabinet, celui qui contrôle les entrées? Elle n'est pas juive, à ma connaissance, mais Susie Wiles. Elle a dirigé la campagne présidentielle de Bibi Netanyahou. C'est une sioniste. Donc il y a cette énorme influence sioniste. Et puis nous avons entendu ce type, Lazar, encore un autre sioniste juif, parler de ce qu'il entend de ses sources internes, que dans les 72 prochaines heures, il y aura des frappes. Et à ce propos, je participe à un appel hebdomadaire, et il y a un sioniste très en vue sur cet appel, qui est également juif, et il a écrit exactement la même chose l'autre jour. Il y a donc une énorme pression venant d'Israël, malgré les absurdités diffusées du genre. Oh, nous disons à Trump d'arrêter, ne le fais pas. Absurdité. Tout cela se fait vraiment à la demande et avec l'encouragement des Israéliens. La grande différence, c'est que cette fois, l'Iran est prêt. L'Iran n'a pas refait les mêmes bêtises qu'avant le 13 janvier, quand il avait rejeté les offres d'assistance militaire de la Chine et de la Russie. Donc, tu vois, le problème que je perçois, c'est que c'est un peu comme si tu avais armé une arme et que tu étais prêt à tirer. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile de la désarmer. Et ils accumulent tout cela. Ils déploient ces moyens militaires. L'autre élément à prendre en compte, c'est que nous avons maintenant des preuves claires et brutes que la CIA ment effrontément à Donald Trump. Il y a peut-être certaines choses que Trump dit ou fait qui ne sont pas vraiment de sa faute parce qu'il reçoit ces informations de la CIA, de John Ratcliffe. Je me suis basé sur un article paru plus tôt cette semaine sur Substack, écrit par Seymour Hersh, où il parlait de la guerre, de la situation en Russie et de la guerre en Ukraine. Mais il citait un responsable de la communauté du renseignement. Et je veux dire, ce type a dit à Hersh, et Hersh l'a noté comme un scribe tout heureux, que le week-end dernier, l'Internet et le service de téléphonie mobile avaient été coupés en Russie. C'était une contre-vérité manifeste. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque la communauté du renseignement vous dit des choses du genre « Oh oui, Monsieur le Président, si vous frappez l'Iran avec 300 missiles de croisière Tomahawk, ils s'effondreront, ils ne pourront pas résister. Alors vous pouvez vous dire, eh bien, j'ai une chance, on peut le faire. C'est pour cela que je dis que c'est si dangereux. Permets-moi d'ajouter à cela, Nima,
que je pense que nous assistons également à une situation Epstein renouvelée et même approfondie. Et je ne doute pas un instant que Trump utilisera quelque chose comme ça, même simplement le tumulte autour d'une attaque ou d'un déploiement potentiel, mais surtout une attaque qui va très vite mal tourner pour détourner l'attention d'Epstein. Les choses deviennent sérieuses dans les coulisses du Congrès. Et il y a même des républicains dont on n'aurait pas cru qu'ils s'intéresseraient à de nouvelles révélations qui s'y intéressent désormais. Colonel, la question est la suivante. Si les États-Unis attaquent, comme Larry vient de le mentionner, avec 300 ou 400 missiles Tomahawk, quelles seraient les répercussions sur les élections de mi-mandat pour Donald Trump, puisqu'on sait qu'il s'en préoccupe tant? Si j'ai raison au sujet du CONOPS, le concept d'opération, qu'ils cherchent à mettre en œuvre, appelons cela un mouvement en tenaille, si vous voulez. Ils arriveraient dans la Méditerranée orientale avec un porte-avions et ils se faufileraient dans la mer d'Arabie du Nord et la mer d'Oman avec l'autre porte-avions, le Lincoln. Tous les moyens embarqués sur ces porte-avions seraient mobilisés et avec 2 porte-avions positionnés de cette manière, plus le soutien logistique de lieux comme la Jordanie et la Turquie, ils pourraient mener des opérations 24 heures sur 24. D'ordinaire, il faut 3 porte-avions pour cela, mais étant donné qu'il ferait aussi venir des avions d'Al-Udeid et d'autres bases, ils pourraient y parvenir. Ce ne sont pas 300 missiles de croisière. Ce sont des milliers de bombes qui vont être larguées, peut-être même un quart à la moitié des bombes de l'arsenal américain. Et nous avons largement assez de bombes, il n'y a aucun doute là-dessus. La question c'est, pouvons-nous en fabriquer de nouvelles? C'est là le vrai problème. Mais pour l'instant, nous en avons beaucoup, et nous avons aussi beaucoup d'avions. Donc oui, cela pourrait devenir un vrai désastre. Je ne pense pas, en aucune façon, que nous obtiendrons ce que nous en attendons, un Iran soumis et un changement de régime. Ce que nous allons obtenir, c'est un Israël détruit. J'ai presque envie de dire allons-y à ce sujet, mais c'est bien plus que seulement 300 missiles de croisière que cette armada, si elle était mise en action, pourrait envoyer sur l'Iran. Larry, que penses-tu du renforcement militaire? Le colonel vient de dire qu'ils peuvent vraiment augmenter la quantité de munitions et de bombes qu'ils possèdent dans la région. Penses-tu que ce soi-disant Conseil de la paix que Donald Trump a créé, la nouvelle ONU, ait quelque chose à voir avec cela? Ne me lance pas sur ce sujet. Mon Dieu, tu vas me faire monter la tension. Où est mon médicament pour la tension? Dans le dernier rapport de Netanyahou, je crois que la citation disait quelque chose comme « Phase 2, il n'y a pas de phase 2. Je m'en fiche complètement. Il va continuer à tuer des Gazaouis. » Écoutez, commençons par un point de référence. 2003, l'attaque contre l'Irak. Les États-Unis avaient un contrôle total de l'espace aérien, une suprématie aérienne complète. Cela signifiait que nous pouvions voler où nous voulions, sans craindre d'être abattus. Nous avions le luxe de pouvoir cibler tout ce que nous voulions. Et comment cela s'est-il terminé? Cela n'a pas forcé Saddam à quitter le pouvoir. Nous avons dû envoyer des troupes au sol. Et dans ce cas, encore une fois, nous parlons de survoler un pays, l'Iran, qui est 4 fois plus grand que l'Irak. Nous avons vu les limites de la puissance aérienne militaire américaine. Et en mer Rouge, au début de cette année 2025, de janvier et février jusqu'en mars, Trump a lancé la poursuite de l'opération de Biden visant à ouvrir la mer Rouge. Les États-Unis ont encore complètement échoué. C'est pourquoi je dis que nous avons ces guerriers de salon
qui ont trop joué aux jeux vidéo. Ils ne comprennent ni le temps, ni la distance. Ils ne comprennent pas les fortifications. L'Iran n'a pas empilé ses missiles balistiques à ciel ouvert. Il les a construits et stockés dans des installations souterraines sécurisées, très difficiles à détruire et, plus important encore, difficiles à cibler pour les États-Unis. Ce qui a changé, c'est que l'Iran dispose désormais de systèmes de défense aérienne en quantité suffisante qu'il n'avait pas en juin. Je pensais qu'il les avait en juin, mais ce n'était pas le cas. Il s'est avéré que le seul système S-400 déployé en Iran en juin 2025 se trouvait dans une centrale nucléaire située dans le coin sud-ouest du pays où travaillaient des Russes. Donc, vous voyez, il s'était protégé et ce site n'a pas été touché. Si une attaque est lancée contre l'Iran, l'Iran va riposter immédiatement. Alors, vous savez, dites adieu à la base aérienne d'Al-Udeid. Elle sera détruite, tout comme la base aérienne en Arabie Saoudite, où les États-Unis ont des chasseurs stationnés. Je pense que l'Iran cherchera aussitôt à fermer le détroit d'Ormuz, ce qui couperait environ 45% de la consommation mondiale de pétrole sur le champ. Une fois que ce passage sera bloqué, cela pourrait prendre 2 ou 3 jours, mais l'économie mondiale commencera à s'arrêter. Et puis, comme l'a fait remarquer le colonel Wilkerson, Israël va se faire écraser. J'ai un ami qui est encore officier dans l'armée de l'air et qui m'a dit « Oh, eh bien, nous avons la capacité d'arrêter les missiles iraniens. » Je lui ai simplement répondu « Ah oui, alors pourquoi ne l'avons-nous pas fait en juin? Parce que nous avions tous ces systèmes de défense aérienne. Nous comptons sur les THAAD et les Patriots. À peu près tout ce qu'il reste dans l'inventaire des États-Unis a été envoyé là-bas. Ces systèmes sont complètement inefficaces contre les missiles hypersoniques que l'Iran possède bel et bien. Je veux dire, cela a été démontré. Nous l'avons vu. Certains disent « Oh non, ils ne les ont pas ». Peu m'importe comment on les appelle. Quand on voit un missile descendre sous cet angle puis dévier, c'est une technologie avancée, clairement. Ce qui circule dans les cercles sionistes, c'est « oui, nous allons le faire ». Je ne sais pas si c'est simplement pour leur donner de faux espoirs ou s'ils reçoivent des informations légitimes, mais nous déployons clairement dans la région des moyens militaires capables de le faire. Mais encore une fois, je ne pense pas que nous ayons réfléchi aux conséquences. Si nous faisons cela, ce sera différent cette fois, et les États-Unis subiront des dommages importants qu'ils n'ont pas subis pendant la guerre de 12 jours. Je voudrais simplement ajouter, Lehman, que comparer l'Irak et 80% des bombardements de la Seconde Guerre mondiale à ce qui se passerait aujourd'hui n'est vraiment pas une bonne comparaison. En 4 jours, Bill Clinton a infligé plus de dégâts à l'Irak que nous n'en avions causé pendant tous les bombardements préparatoires de Desert Shield et Desert Storm, car ceux-ci étaient composés à 99% de munitions guidées de précision. C'est très différent. Je ne cherche pas à contredire Larry. Je dis simplement que la dévastation que nous pouvons produire aujourd'hui sera bien supérieure à celle que nous avons provoquée en Irak depuis les airs. Cela dit, je pense que Larry a tout à fait raison au sujet du rapport de force tel qu'il se présente actuellement. Je pense que nous allons droit dans un piège et que ce sera dévastateur. Mais je ne veux pas minimiser la destruction qui va s'abattre sur l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Oui, non, je ne suis pas en désaccord avec ça. Mais je pense qu'il y a une tendance du côté américain à surestimer sa capacité à se battre et à le contester. Surtout depuis les airs. Je pense que cette fois-ci, l'Iran est pleinement préparé à toute attaque.
C'est pourquoi, vous savez par exemple, pendant ces émeutes manipulées ici en Iran, nous avons vu à quel point les Iraniens étaient capables de désactiver Starlink, ce que personne n'avait jamais fait auparavant. Et d'une certaine manière, quand on regarde les médias grand public à l'étranger, on voit comment ils simplifient tout ce qui se passe. Les capacités de l'armée iranienne, celles d'Israël, vous savez, le pouvoir doux et le pouvoir dur de l'armée iranienne. Ils essaient de simplifier tout cela pour le président des États-Unis. Larry vient de mentionner, colonel, à quel point la CIA est capable de manipuler Donald Trump. Et Trump n'a aucune idée de ces choses. Il écoute simplement et croit tout ce qu'il reçoit de ses sources. Je ne sais pas si c'est le cas. Je pense que si c'est Laura Loomer ou son chef de cabinet qui lui remet quelque chose, il pourrait y prêter un peu d'attention. Mais je ne suis pas sûr qu'il accorde beaucoup d'importance à Ratcliffe, à Tulsi Gabbard ou à quiconque dans la communauté du renseignement. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que Ratcliffe travaille pour Bibi Netanyahou. Je veux dire, autant qu'il transfère son drapeau à Jérusalem ou à Tel Aviv, peu importe, et qu'il travaille directement pour Bibi. Et je n'ai aucun doute que la CIA est en train de monter des histoires fausses, exactement comme elle l'a fait quand nous nous préparions à aller à l'ONU pour faire la présentation en 2003. Ils sont très doués pour ça. Inventer des renseignements pour répondre aux besoins politiques, c'est comme ça que je l'appelle, mais c'est peut-être encore pire aujourd'hui. Cela dit, je pense que Trump a trébuché sur une stratégie qu'il a essayé d'exposer à Dallas, mais il s'en est très mal sorti. Peut-être qu'il l'a fait intentionnellement, je ne sais pas. Je pense que sa démence s'aggrave de jour en jour. Peut-être que c'est même un déguisement, cela dit. Je ne sais pas. Je ne le pense pas. Je crois que c'est une véritable démence qui se manifeste. Et il va falloir qu'on fasse quelque chose à ce sujet. Mais on n'obtiendra pas l'application du 25e amendement pour le faire, parce que les gens ne renonceront jamais à leur pouvoir. Vous allez devoir le destituer. Il va falloir lancer un mouvement raisonnablement solide et sensé avec la participation des républicains au Congrès pour le démettre de ses fonctions, le premier président de notre histoire à être destitué par impeachment. Nixon a été destitué indirectement car il a vu les articles et a dit « Je préfère démissionner plutôt que d'être le premier président effectivement démis de ses fonctions par impeachment ». C'est absolument essentiel si nous voulons que le gouvernement retrouve un certain équilibre, tant sur le plan intérieur qu'international. Je le crois profondément. Que nous ayons ou non un Congrès suffisamment courageux pour faire cela est une autre question. Cela dit, la stratégie que Trump semble mettre en œuvre a un objectif global, faire de l'argent pour Trump et sa famille. Et Larry a tout à fait raison à propos de ces types en Russie. Ce sont des émissaires de ce mouvement. Le fait qu'il n'ait, pour autant que je sache, pris aucun accord substantiel avec Poutine, ni fait la moindre ouverture envers Poutine au sujet de l'accord de gentleman dont Poutine a parlé pour le prolonger au-delà du 26 février, lorsque le traité New Start expirera, est tout simplement absurde. Nous faisons face en ce moment au composant le plus dangereux au monde, les armes nucléaires sans aucun traité. Et Trump ne veut rien faire à ce sujet. Cela vise à déstabiliser encore davantage un monde qu'il a déjà, merci bien, largement contribué à déstabiliser. Parce qu'encore une fois, il pense, grâce à ses soi-disant compétences incroyables, « Je n'ai aucune autorité au-dessus de moi. Seule ma moralité fait autorité sur moi. » Il croit pouvoir trôner au-dessus de ce monde chaotique qu'il crée délibérément. Et donc, tout ce qui se produit maintenant et sort de l'ordinaire s'inscrit dans cette stratégie. Et c'est un sacré aveu, si c'est vrai.
Larry, il semble que le concept principal revienne, tu sais, au Conseil de la paix. Il veut créer quelque chose de similaire à l'ONU, et il veut le diriger. Il veut recevoir de l'argent de diverses sources, et il veut avoir cet argent pour le dépenser et le garder. Je ne sais pas. Comment le trouvez-vous? Cela remonte à ce dont le colonel Wilkerson parlait, à savoir la destitution de Donald Trump ou sa révocation en vertu du 25e amendement. L'un des signes de la démence est ce qu'on appelle la confabulation. Un exemple de confabulation chez Donald Trump, c'est lorsqu'il affirme avoir apporté la paix à 8 guerres différentes. Ce n'est pas le cas. Objectivement, ce n'est pas vrai. Mais il croit vraiment avoir fait ce qu'il dit avoir fait. Et c'est l'un des premiers signes de démence, lorsque l'on transforme une fantaisie en réalité. Donc vous voyez, on part d'un Trump mentalement diminué, entouré de personnes qui continuent de soutenir cette détérioration ou de la laisser se poursuivre. Mais vous savez, il ne faut pas être surpris. Nous l'avons vu aussi sous Joe Biden. Les membres de l'équipe de Biden l'ont fait, tout comme cela se fait avec Trump. Et en termes d'actions concrètes, Trump a bombardé au Nigeria, il a bombardé en Syrie, il a bombardé en Iran. Il a plus de bombardements que de véritables initiatives de paix. Et encore une fois, on voit cette obsession pour obtenir le prix Nobel de la paix. Et on se demande, franchement, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Je veux dire, j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi obsédé par l'idée d'obtenir ce genre de reconnaissance et de validation pour quelque chose qu'il n'a pas accompli. C'est pas normal, bon sang. Et tout le monde reste là, comme si c'était normal. Le problème, c'est que Trump reste en quelque sorte un décideur au sein de son administration. Mais il n'en a vraiment pas le contrôle. On lui dit de faire certaines choses. D'où viennent ces demandes? Je ne le sais souvent pas. Par exemple, quand il a fait venir l'Azerbaïdjan et l'Arménie à Washington, D.C. pour signer un accord. À ce jour, Trump n'arrive toujours pas à prononcer correctement Azerbaïdjan. Même à Davos, il l'appelait Iberbaïdjan. Et vous savez, il les a aussi fait conclure un accord avec l'Albanie. Et l'Albanie se disait, sommes-nous en guerre avec, eh bien, trouvons où se trouve l'Iberbaïdjan et voyons si nous sommes en guerre avec eux. Je veux dire, c'est tout simplement du théâtre de l'absurde. Je suis donc extrêmement préoccupé par le fait qu'un grand nombre de décisions prises sont, comme l'a indiqué le colonel Wilkerson, motivées par des intérêts financiers. Prenons le cas du Venezuela, par exemple. On nous a donné toute une série de raisons pour lesquelles il fallait, vous savez, renverser Maduro. Oh, c'est un baron de la drogue et le fentanyl coule à flot depuis le Venezuela. Pourtant, consultez le rapport INCSR du département d'État. Le rapport sur la stratégie internationale de contrôle des stupéfiants. 99% du fentanyl saisi à l'entrée des États-Unis provient du Mexique, 1% du Canada et 0% du Venezuela. Alors, tu sais, la drogue n'est pas le vrai problème. Oh, c'est le pétrole. Il faut qu'on prenne le contrôle du pétrole. D'accord. Le Venezuela produit environ 700 000 barils de pétrole par jour. C'est moins de 2% de la production mondiale de pétrole. Le problème, c'est que le pétrole, eh bien, c'est comme ça. Si tu as une tasse de café et que tu y mets une paille pour aspirer le café, pas de problème. Mais si tu mets du beurre de cacahuète dans cette tasse de café et que tu essayes de l'aspirer, c'est très, très difficile. Le pétrole du Venezuela, c'est pareil. Il est très épais, comme du beurre de cacahuète. Et une fois qu'on l'a extrait, il faut le raffiner. Il ne peut pas aller dans n'importe quelle raffinerie ordinaire. Il faut une raffinerie spécialisée. Je me demande où on pourrait en trouver. Oh mon Dieu, il y en a 3 le long de la côte du golfe du Mexique et du golfe d'Amérique.
Autant pour moi, autant pour moi. Elles appartiennent à un milliardaire nommé Paul Singer, qui se trouve être un important donateur à la campagne de Donald Trump. Et devine quoi? Chaque baril de pétrole traité nécessite $20 supplémentaires. Donc tu vois, comme le pétrole du Permien qui vient du Texas. S'il sort du sol à $40 le baril, c'est le coût. Alors qu'au Venezuela, il faut $40 pour l'extraire du sol. Puis il faut ajouter encore $20 juste pour le préparer à être envoyé sur le marché mondial. Donc c'est plus coûteux. Mais M. Singer encaisse à chaque fois, parce que quand on a 700 000 barils de pétrole par jour, et que tout cela doit être raffiné, il suffit de multiplier par 20. On parle de 15 millions de dollars par jour. Eh bien, 15 millions par jour sur 10 jours, ça fait 150 millions. Et ces 150 millions sur, faites le calcul, on parle d'1 milliard de dollars ou plus. Alors, est-ce pour ça que Trump s'en est vraiment pris au Venezuela? Pour enrichir son ami? Et peut-être que M. Singer va donner à l'un des fils de Donald Trump une part du gâteau. Ça me paraît plus probable que tout le reste. Oui, colonel. Quand vous voyez des Européens avec l'état d'esprit du genre « soutenons l'hégémonie américaine ou occidentale en Ukraine », parce que si nous perdons en Ukraine, cela enverrait un mauvais message à la Chine et détruirait d'une certaine manière la domination occidentale. Puis, à partir de là, en arrivant à ce qui se passe actuellement avec le cas du Groenland, il s'efforce tellement de convaincre l'administration Trump de ne pas s'emparer du Groenland. D'un autre côté, vous voyez le Premier ministre canadien dire que l'ordre international fondé sur des règles, c'est un banquier, il sait de quoi il parle, est terminé. Que se passe-t-il dans l'esprit de ces Européens avec le Canada? Ont-ils vraiment le sentiment qu'un changement profond est en train de se produire? Comment pourriez-vous ne pas le remarquer si vous observiez la scène mondiale? Cela se produit sans Donald Trump. Cela se produit parce que, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, et je continuerai à le dire, le pouvoir quitte l'Occident pour aller vers l'Orient. Et c'est une transition spectaculaire. Il circule actuellement sur Internet un exposé, en fait deux. L'un est présenté par un Singapourien de 95 ans, probablement l'un des plus grands experts mondiaux de la Chine. L'autre est strictement économique dans sa présentation. Ils affichent à l'écran, et je pense que c'est assez exact, une centaine de paramètres différents, allant de la technologie à l'agriculture, en passant par les plastiques, et bien d'autres encore, montrant qui est en tête et qui a le plus de potentiel pour l'avenir. Dans près de 70% de ces domaines, c'est la Chine qui domine, et certains d'entre eux sont particulièrement cruciaux. Il est également très clair pour Carney et pour les gens comme lui qui observent le monde. C'est un homme d'affaires en réalité, pas un type à la Trudeau. Lorsqu'il regarde le monde, il voit cette fuite de pouvoir. Ce qui se passe, c'est que les États-Unis essayent de manière très incohérente, à mon avis, avec ce genre de stratégie hobbesienne, comme je l'ai appelé, de détourner cela, de l'arrêter, de le stopper, peu importe. Une grande partie de la motivation du Venezuela, par exemple, était de montrer à d'autres dirigeants sud-américains ce que nous pouvons leur faire, parce que la Chine nous devance en Amérique du Sud, et de façon massive. 60% du commerce avec la plupart des grandes nations d'Amérique du Sud, y compris la vôtre, se fait avec la Chine et non avec les États-Unis. C'est un renversement énorme en 15 ou 20 ans. Et cela se produit presque partout dans le monde, comme le faisait remarquer ce Singapourien de 95 ans. Et cela ne nous plaît pas. Cela ne nous plaît pas du tout. Jusqu'à présent, notre manière de gérer la situation, et je l'ai même observé sous la deuxième administration Obama, ainsi qu'un peu sous celle de Bush, a consisté en des sanctions militaires,
et en la tentative de créer le type de chaos que nous pensons capable d'arrêter ce transfert de pouvoir. Nous avons tort, cela ne fonctionnera pas. Nous voulons aussi entraîner la Chine dans cette confrontation d'une manière plus concrète, mais cela n'arrivera pas non plus, car la Chine ne va pas se détruire elle-même. Elle restera à l'écart et nous laissera le faire nous-mêmes. Et merci bien, nous nous en sortons déjà plutôt bien dans ce domaine. Carney le comprend, et je pense qu'il essaye de préparer le Canada à un monde alternatif dont il sait qu'il finira inévitablement par arriver. Et cela lui a donné l'occasion de le faire de manière assez spectaculaire, en raison de l'incompétence de Trump à gérer ce monde-là. Je ne pense pas un instant que Carney aime ce qu'il fait, ou qu'il y prenne plaisir, ou qu'il ait le sentiment que ce n'est pas une véritable rupture avec le passé. C'en est une. Mais il comprend que cela doit se produire afin de s'adapter à la montée en puissance de la Chine et de ses alliés. Nous parlons probablement de 60% du PIB mondial regroupé autour de ce bloc, voire davantage. Rappelez-vous 1945, lorsque nous détenions 51% du PIB et que le reste du monde était à nos pieds. Nous ne reviendrons jamais à cette époque. Nous n'y retournerons jamais. En fait, nous nous en éloignons encore davantage et la Chine est en train de prendre le dessus. Cela met en colère beaucoup de gens dans ce pays, surtout un grand nombre de ces milliardaires tapis dans l'ombre derrière Trump. Ils veulent agir, et de temps en temps, ils veulent agir de manière cinétique. Des choses comme l'Iran, le Venezuela et ainsi de suite visent autant la Chine pour lui dire « dégage », qu'elle concerne des problèmes spécifiques à ces pays. En dehors de cela, comme Larry a tout à fait raison de le dire, il s'agit d'enrichir Trump et ses acolytes, des gens comme Singer et d'autres qui s'intéressent à la production de diesel à partir de pétrole brut lourd. Eh bien oui, laissez-moi développer un peu là-dessus. Vous savez, les gens aux États-Unis qui s'affolent à propos de cette menace venant de la Chine, ils me font penser au type qui a déménagé au Minnesota, se réveille en décembre, voit de la neige par terre et est choqué qu'il y ait de la neige par terre. Oh mon Dieu, d'où vient toute cette neige? Eh bien, c'est ce qu'on trouve au Minnesota en hiver. Les Chinois, en ce qui concerne leur implication économique en Amérique centrale et du Sud. Bon sang, ce n'est pas un secret ça. Ils le font depuis, vous savez, 30 ans, d'après mon expérience personnelle. Je veux dire, quand nous avons créé Berg Associates en 1988, nous avons mené beaucoup d'enquêtes sur la contrefaçon de produits dans la zone franche de Colón, au Panama. Bon sang, les Chinois étaient partout. Les Chinois géraient 3 grands ports à conteneurs qui déplacent un volume énorme de marchandises à l'extrémité nord du canal de Panama, à Colón. Les Chinois en étaient propriétaires et les administraient, et cela depuis des années. Et puis, vous savez, les casinos, j'ai fait un peu de travail de conformité pour quelques-uns d'entre eux afin de régler des problèmes de blanchiment d'argent. Ils sont remplis principalement de joueurs chinois. Donc mon point est que l'Occident fait semblant de dire « Oh mon Dieu, il faut arrêter la Chine, elle s'étend ». Mais ils sont déjà là. Ils font cela depuis longtemps. Il faut donc prendre du recul et se demander pourquoi, tout à coup, nous sommes devenus si obsédés par cette question. Je veux dire, qu'est-ce qui a changé? Ce que je vois qui a changé, c'est que l'Amérique, par ses propres blessures auto-infligées, en détruisant sa propre base industrielle, tandis que la Chine a tranquillement continué à renforcer la sienne, nous en voulons à la Chine de faire ce que nous avons été incapables de faire, ou de faire le contraire de ce qu'elle a fait. Et pourtant, il faut se souvenir qu'une partie de ce qui se passe en Chine découle de notre ouverture à la Chine sous Nixon. Ils ont réagi à cela en passant d'un strict État communiste agraire à, eh bien, on aime dire qu'ils sont un État communiste. Mais bon sang, si c'est ça le communisme,
alors il fait honte au capitalisme. If that's communism, then it puts capitalism to shame. They are commercially savvy. Ils sont avisés sur le plan commercial et incroyablement productifs. Et au lieu de les accueillir en disant « Hey, nous sommes heureux d'avoir pu vous aider à devenir ce que vous êtes », et de chercher un moyen d'établir un partenariat avec eux, de travailler ensemble d'une manière collaborative. Tout ce que nous faisons, c'est les diaboliser à outrance, nous convaincre qu'ils sont un fichu ennemi qu'il faut arrêter, détruire, contre lequel il faut faire la guerre. Parce qu'on entend cette rhétorique venir du commandant adjoint de l'Indo-PACOM, ce qu'on appelait autrefois le PACOM. Et ensuite, quand les Chinois réagissent à nos menaces, nous faisons semblant d'être surpris. Je pense que nous avons complètement perdu la tête. I think we've lost our damn minds. I would agree. Je suis d'accord. Et ce Singapourien de 95 ans, je le recommande à tous ceux qui veulent le regarder, c'est sur YouTube. Deng Xiaoping a essentiellement exprimé exactement ce que Larry vient de décrire, il y a bien longtemps. Et je suis sûr qu'il ne s'attendait pas à être aussi remarquablement efficace en nous amenant à nous détruire nous-mêmes. Mais c'est essentiellement ce que nous avons fait. Une grande partie de ces changements économiques se produit parce que nous avons commis tant d'erreurs, notamment le fait que nos entreprises ont quitté le pays pour s'installer en Chine. Ce dont Larry parle en matière de collaboration et de coopération économique, c'est la raison pour laquelle le président que j'ai servi a permis à Colin Powell, en tant que secrétaire d'État, de disposer d'un domaine d'action dans lequel il pouvait opérer, malgré Cheney et malgré Rumsfeld, en ce qui concerne l'OMC et l'adhésion de la Chine à celle-ci. Aujourd'hui, les républicains nous accablent pour avoir fait cela, disant que nous avons donné à la Chine. Eh bien, je suis désolé, regardiez-vous le monde, compreniez-vous ce qui se passait. Pourquoi n'avez-vous rien fait sur le plan intérieur pour empêcher cette industrie de se délocaliser massivement vers la Chine et d'y emporter les emplois, et ainsi de suite? C'est autant notre faute que le fruit de l'habileté, de la stratégie ou de la compétence de la Chine. Et maintenant, nous réagissons parce que, bon sang, la situation nous échappe complètement, et elle nous échappe à certains égards. Mais il n'y a rien que l'on puisse y faire. Il n'y a rien que l'on puisse y faire. Mais je pense que Larry a raison. Il faut le faire, principalement pour deux raisons, enfin pour beaucoup d'autres aussi, les armes nucléaires et la nécessité, comme Poutine l'a répété encore et encore, de relancer un régime de traité et d'imposer certaines limites à ces choses avant qu'elles ne nous ruinent tous, y compris Xi Jinping. Et puis il y a la crise climatique. Nous n'en faisons pas grand-chose. Et Trump est totalement, et cela m'est incompréhensible, sauf que cet homme n'aime rien qui ne corresponde à sa propre morale. La crise climatique va nous dévorer, et elle va commencer à nous dévorer de plus en plus chaque fichue année qui passe, jusqu'à la fin du siècle, quand il sera trop tard pour faire quoi que ce soit et que nous flotterons quelque part, essayant de comprendre quoi faire parce que la nouvelle technologie ne nous aura pas envoyés sur Mars ou quelque chose du genre. La situation en 1991-92, c'était « Construisons un monde dans lequel nous pouvons tous coopérer et collaborer, parce que nous faisions face à ces défis dont les armes nucléaires n'étaient pas le moindre. » Puis nous avons eu une série de présidents qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient et qui, pour la plupart, servaient les mêmes intérêts que ceux que nous voyons derrière Trump aujourd'hui, et ils ont mis le bazar. Et ensuite, Trump est arrivé pour, en quelque sorte, coiffer ce désordre. Et c'est là essentiellement ce qu'il fait.
Nous avons nous-mêmes mis le monde sens dessus-dessous, surtout depuis la défaite de George H.W. Bush aux mains d'Israël, soit dit en passant. Et les présidents qui lui ont succédé étaient inexpérimentés, parfois grossièrement inexpérimentés, et ont écouté ces gens-là exécutant leur volonté. De la stratégie du clean break à ce que Trump fait aujourd'hui avec Israël, c'est tout simplement inconcevable qu'un dirigeant d'un pays agisse ainsi avec le dirigeant d'un autre pays. George Washington se retournerait dans sa tombe, il y tournerait même, en voyant cela. Voilà où nous en sommes. Peu importe qui est le géant dans le monde, ce n'est plus nous. Et nous en sommes furieux. Qu'est-ce qui motive autrement des gens comme J.D. Vance et d'autres autour de Trump, qui ont peut-être un cerveau, mais coopèrent plus ou moins avec lui dans sa stupidité? En voice que J.D. Vance alard, habitué principal, est essentiel au Groenland. Le simple fait est que le Groenland est important pour la sécurité nationale américaine, car toute notre défense antimissile repose sur la sécurité dans l'Arctique. Les médias, obsédés par le Groenland, oublient complètement pourquoi il est important. Et si, Dieu nous en garde, je ne dis pas que cela va arriver de sitôt, mais si un pays étranger lançait un missile contre les États-Unis, nous aurions besoin de alltid à battre ces missiles. Nous, tout notre système de défense antimissile, nous faisons besoin de cette sécurité stack. Pendant ce temps, les Chinois, les Russes et même les Danois, qui contrôlent le Groenland, admettent qu'ils veulent prendre le contrôle de cette installation. Ils veulent contrôler cette île, cette masse terrestre. Cela nous affaiblirait. Cela rendrait notre pays plus vulnérable. Cela signifierait que si le président négociait avec un dirigeant étranger, il aurait moins de levier, car il pourrait menacer de manière crédible la souveraineté et la sécurité territoriale des États-Unis d'Amérique. Nous n'allons pas laisser cela se produire. Foutaise. I've lost all respect. J'ai complètement perdu tout respect pour J.D. Vance. Ce qu'il a dit là, c'est tout simplement un mensonge après l'autre. Alors revenons en arrière et regardons l'histoire des 75 dernières années. Les États-Unis ont signé un accord de, je ne sais pas trop comment l'appeler, défense mutuelle ou autre, avec le Groenland et le Danemark. Mais en substance, le Groenland a toujours été considéré comme relevant du parapluie de sécurité de l'OTAN. Et pendant toute cette période, il n'y a jamais eu un seul moment où, lorsque nous avons demandé à faire quelque chose, déployer des forces ou construire une base, le Groenland ou le Danemark nous ont envoyés promener, nous ont dit non. Non, c'était tout le contraire. Alors, quand on prend un peu de recul, il faut se poser à nouveau la question. Pourquoi cette soudaine obsession? Alors, l'idée que la Russie veuille s'emparer du Groenland, que ce soit une priorité pour elle, pourquoi? En ce moment, étant donné la taille et la superficie de la Russie, elle entoure environ 53% du cercle arctique, le Canada en possédant environ 40% et le reste étant constitué d'océans. Donc l'idée selon laquelle la Russie aurait besoin du Groenland pour, je cite, contrôler l'Arctique, c'est tout simplement un mensonge, premièrement. Mais deuxièmement, comment contrôle-t-on l'Arctique? Je veux dire, on emploie ces mots, qu'est-ce que cela veut dire au juste? Est-ce que ça signifie qu'on peut y naviguer, le traverser, y déployer du personnel? Eh bien, devinez quoi? Les États-Unis ne le peuvent pas. Nous avons un brise-glace. En réalité, nous en avons deux, mais l'un est en panne, donc il ne nous en reste qu'un. Et nous avons la Norvège qui nous en construit un autre, censé être prêt dans 2 ans. Ensuite, nous en avons 5 ou 6 autres en commande qui ne seront probablement pas livrés avant 4 ou 5 ans.
Et la Russie alors? Eh bien, la Russie a 40 brise-glaces, dont 10 à propulsion nucléaire. Nous ne sommes donc même pas dans la course sur le plan technologique. Et pourtant, nous voilà en train d'essayer de provoquer un conflit avec le Groenland et le Danemark. Encore une fois, dans quel but? Parce qu'il n'y a pas de véritable urgence pour le moment. La Chine ne menace pas de s'en emparer. Nous continuons à entretenir ce mensonge, à manipuler l'opinion publique américaine en disant que, oh, l'Iran est une menace terroriste, il faut les arrêter. La Russie est une menace, elle vient nous attaquer, elle est expansionniste. La Chine est une menace. Et pourtant, prenez ces 3 pays, additionnez le nombre total de leurs bases militaires à l'étranger, additionnez le nombre de fois où ils ont attaqué d'autres pays, tué des gens, des citoyens d'autres nations. Et vous savez quoi? Le seul pays qui arrive en tête de cette liste n'est pas la Chine, ni la Russie, ni l'Iran. C'est les États-Unis. Si nous suivons la définition du terrorisme donnée par Bibi Netanyahou, que j'approuve, il l'a présentée dans l'émission Crossfire de Bill Buckley en 1987, la définition était très simple, élégante. L'usage de la violence contre des civils à des fins politiques. Selon cette définition, le premier pays terroriste au monde, ce sont les États-Unis. Indiscutable. Vous savez, au minimum, nous avons causé la mort, nous avons contribué à la mort de 500 000 Iraniens pendant la guerre Iran-Irak à cause de notre soutien à Saddam Hussein et de la fourniture des produits chimiques précurseurs utilisés pour fabriquer le gaz moutarde contre les Iraniens. Vous savez, ce n'est pas la Russie qui a envahi l'Afghanistan ou l'Irak à 2 reprises. Et franchement, ce n'est pas la Russie qui a déclenché la guerre civile en Syrie. C'est nous qui l'avons fait. Nous avons, vous savez, des seaux de sang sur les mains. Et nous passons tout notre temps à diaboliser ces autres pays en prétendant qu'ils représentent une menace énorme pour nous, alors qu'en réalité, nous sommes la plus grande menace pour nous-mêmes, pas eux. J'ajouterais que nous sommes le seul pays au monde à imposer un tel niveau de sanctions à d'autres pays, des sanctions qui, dans certains cas, sont plus meurtrières pour les populations de ces pays, et non nécessairement pour leurs dirigeants, que les bombes. Et le deuxième plus grand terroriste au monde est Bibi Netanyahou en Israël. Si vous avez vu ce que Francesca Albanese a publié récemment, et je pense qu'elle a raison, je crois que le nombre total de personnes qui seront ensevelies sous cette belle ville que Trump va construire sous le béton se rapproche plutôt de 300 ou 400 000, dont environ 75% de femmes et d'enfants, que des chiffres du ministère de la Santé du Hamas qui sont absurdes. Oui. Colonel, quel est l'objectif si ce que J.D. Vance vient de dire n'est pas le cas? Quel est l'objectif au Groenland? Que dire de notre ambassadeur au Danemark, l'homme que Donald Trump a envoyé pour représenter les États-Unis là-bas? Regardez ses déclarations. C'est un milliardaire. Je ne me souviens plus de son nom pour le moment et j'espère ne plus jamais l'entendre. Mais il convoite, regardez ce qu'il a dit, il convoite les minéraux sous la calotte glaciaire du Groenland et il vous les exposera. Apparemment, l'une des premières choses qu'il a dites en présentant ses lettres de créance aux Danois a été « Nous voulons le Groenland et nous l'aurons ». C'est l'ambassadeur de Trump. Oui, je crois qu'il s'appelle Ken Howery. Cherche simplement son nom. Ouais. Oui, eh bien, c'est l'autre chose qu'on entend sans arrêt. Nous allons au Venezuela, soi-disant parce qu'ils ont des terres rares. Nous allons au Groenland parce qu'ils ont des terres rares. Nous avons des terres rares ici, aux États-Unis. Je veux dire, juste au nord de chez moi, à environ 30 minutes de route, on trouve la mine Mosaic. C'est l'une de ces grandes compagnies minières américaines.
Ils ont extrait tout le gypse et ensuite les résidus, ce qu'il reste de ce qu'ils creusent. Ils les entassent. Ces tas contiennent des terres rares. Nous les avons. Le problème, ce ne sont pas les minerais de terres rares brutes, c'est le traitement. Il n'y a qu'un seul pays au monde capable d'assurer un traitement industriel de ce matériau, et c'est la Chine. C'est pour cela que la Chine détient le monopole des terres rares. Ce n'est pas que les terres rares soient réellement si rares ou qu'on ne les trouve qu'à certains endroits. Elles sont plutôt abondantes. Mais c'est le traitement, bon sang. Et vous savez, nos responsables politiques américains ne semblent tout simplement pas le comprendre. Et l'un des problèmes auxquels l'Australie est confrontée en ce moment, c'est la pression que nous exerçons pour qu'elle reprenne cette activité, car elle était autrefois un grand transformateur de métaux rares. Puis la Chine les a pratiquement mis hors jeu, car il était bien moins cher de le faire là-bas. C'était une autre partie du plan de Deng Xiaoping. Il avait déclaré, je cite, « Nous aurons 95% du marché dans 20 ans ». Ils ont en quelque sorte mis l'Australie hors du marché, et nous les pressons d'essayer de relancer leurs installations de traitement, qui sont à l'arrêt, mais cela coûterait très cher. Pendant ce temps, nous ne le faisons pas nous-mêmes, comme Larry vient de le souligner. Nous sommes votre allié. You're your ally. Larry, je veux parler un peu de ce qui se passe en Syrie, parce que les deux forces qui sont d'une certaine manière soutenues par l'administration Trump, les Kurdes et le gouvernement actuel en Syrie, le gouvernement actuel du HDS, ont, à cause de cette lutte, de cette confrontation que l'on voit en Syrie, libéré des combattants de l'État islamique. Et nous savons que cela suscite une grande inquiétude, particulièrement dans cette région. Même l'Irak a dit « Envoyez-les dans les prisons en Irak, simplement pour éviter tout type de chaos à cause de ces individus. Ce ne sont pas des gens ordinaires, ils sont extrêmement dangereux. Et nous savons à quel point tous les pays de la région ont essayé de les maintenir enfermés. Alors, que fait l'administration Trump? Que veut-elle faire pour éviter que cela ne se reproduise? Je ne pense pas qu'ils sachent, et je doute qu'ils aient vraiment un plan ou qu'ils aient réfléchi sérieusement à tout ça. Je veux dire, les contradictions ici sont tout simplement incroyables. Pour commencer, comment pouvez-vous affirmer que l'État islamique est actif et opérationnel? Donald Trump les a détruits. Nima, pourquoi détestes-tu l'Amérique? La CIA les garde probablement en vie quelque part, afin de pouvoir les faire réapparaître quand ils en auront besoin. Et de toute façon, nous avons nommé l'un des terroristes de l'État islamique. Il faisait autrefois partie de l'EI, mais il est ensuite passé à d'autres organisations terroristes. Il est maintenant président de la Syrie. Ils sont donc trop occupés à tuer des chrétiens et des alaouites. Et puis, il y a le soutien de longue date aux Kurdes. Vous savez, en réfléchissant au dernier siècle d'implication des États-Unis dans les relations internationales, je vois les États-Unis comme une Lucie malveillante, vicieuse et diabolique. Vous voyez, celle de la bande dessinée Peanuts de Charles Schulz. Lucie essayait toujours d'inciter Charlie Brown à tirer dans le ballon. Elle posait le ballon et disait « Allez, Charlie, tire !» Charlie s'élançait pour frapper le ballon et elle le retirait au dernier moment. Ses jambes s'envoleraient en l'air et il tomberait sur son cul. Alors, encore et encore, nous voyons ces différents groupes ethniques, les Kurdes, dire « Hey, fais-nous confiance, mec, travaille avec nous. Nous t'aiderons, nous protégerons ton peuple, nous veillerons à ce que tes intérêts soient défendus. Et puis, fais juste cette guerre pour nous. Va en Iran, vois si tu peux tuer quelques Iraniens pour nous, ou peu importe. Et ensuite, quand les représailles arrivent,
qui se font tuer et qui viennent nous demander de l'aide, nous répondons « Qui êtes-vous ? Je ne me souviens pas de vous avoir rencontré. » Nous avons fait la même chose avec les Hmong au Cambodge et au Laos. Nous avions tous ces groupes asiatiques qui nous soutenaient pendant la guerre du Vietnam. Nous les avons trahis. Je veux dire, j'attends que quelqu'un fasse ce que j'appellerais le film d'horreur véridique. Et ce film d'horreur, ce serait celui-là. And the horror movie would be this. Instead of just a zombie apocalypse, Au lieu d'une simple apocalypse de zombies, ce seraient tous ces gens, ces étrangers qui ont combattu au nom de ce qu'ils pensaient être une cause américaine, que les États-Unis ont incité à prendre les armes, à aller tuer d'autres personnes. Ils se relèveraient tous d'entre les morts, s'uniraient et viendraient nous attaquer pour se venger. Parce que vous savez ce que nous faisons ici en Syrie, souvenez-vous, il y a plus d'1 an, ils célébraient. Oh, la Russie a été repoussée, l'Iran a pris un coup sur le nez, nous avons la situation sous contrôle. Et aujourd'hui, les deux camps que les États-Unis sont censés soutenir s'entretuent dans une guerre totale. La Turquie peine à exercer son influence, et Israël aussi. Donc la seule chose que nous savons faire, c'est détruire. The only thing we're good at is breaking things. Ouais. Tu peux aussi ajouter dans l'eau de ceux qui devraient nous détester, les Tchèques et les Hongrois. Ouais. Colonel, juste pour conclure cette session, je pense que l'une des questions les plus importantes dans l'esprit des Européens en ce moment est de savoir comment gérer l'administration Trump, ou quiconque pourrait lui succéder, peut-être J.D. Vance. Il existe aux États-Unis un état d'esprit qui considère l'Europe comme quelque chose que l'on peut sacrifier pour combattre la Russie ou la Chine, afin de renforcer d'une manière ou d'une autre la position et la puissance des États-Unis. Pensez-vous que l'Europe commence à prendre conscience de la réalité, ou bien est-elle encore tellement engourdie qu'elle refuse de comprendre ce qui se passe? Car dépendre autant des États-Unis est douloureux pour elle, comme on peut le constater aujourd'hui. Tu sais, je pense que le second sentiment est le plus fort. Et le leadership qu'ils ont en ce moment, presque partout, mais surtout dans les principaux pays, est tout simplement déconnecté, à mon avis. L'OTAN est fini, c'est mort. Ce n'est plus vraiment une alliance. La chose la plus rapide et la plus judicieuse que les Européens pourraient faire, et cela va sembler un peu radical, serait de revenir au début, à l'époque où ils avaient l'union du charbon et de l'acier et ont construit l'UML. Je mettrais dehors toutes les personnes qui dirigent actuellement l'UML et je la reconstruirais par consensus du leadership, si c'était possible. Par la force, si tu ne pouvais pas, je renverserais la direction et j'en ferais le chapeau d'une identité de sécurité européenne. Ils sont déjà une dictature, alors donnons-leur une raison de l'être. Qu'ils gèrent le développement en remplacement de l'OTAN comme force de sécurité d'une identité de sécurité européenne et qu'ils travaillent là-dessus. Ce sera très difficile car nous avons créé un tel désordre avec l'Ukraine. J'en rejette une grande partie de la faute sur nous, mais aussi un peu sur eux, et la faute persistante, presque de manière dramatique sur eux, pour finalement incorporer la Russie. Et je commencerai des discussions d'ici 1 an ou 2 avec Poutine ou avec celui qui sera le dirigeant à ce moment-là. Et je chercherai à faire en sorte que nous développions cette architecture en tenant compte de la Russie. Peut-être qu'il faudra 10 ans pour y parvenir réellement. Mais l'Europe doit prendre en main sa propre sécurité, et elle a besoin que les grandes puissances en soient les leaders, tout comme elles l'ont été pour la communauté du charbon et de l'acier, la création de l'Union européenne, la monnaie commune et tout le reste. Si elles ne le font pas, nous verrons une Europe qui se replie sur elle-même et qui ressemblera beaucoup plus à celle des années 1930
si l'on peut dire, avec la technologie moderne et tout ce qui s'ensuit pour approfondir ce bouleversement profond plutôt que toute autre chose. Et ce serait, à mon avis, une tragédie. Larry, ton avis sur l'Europe avant que nous terminions? Compréhension d'Europe. Ouais, Is that possible? I mean, Est-ce que c'est possible? Je veux dire, c'est complètement fou. Je pensais qu'on devrait aussi parler un peu du cirque total à Davos. Donc là, tu as Zelensky qui débarque et qui, en gros, crie sur tout le monde. Il était incontrôlable, comme un gamin. Ouais, oh mon Dieu. Et ensuite, à partir de là, Donald Trump le rencontre et affirme « Oh oui, il a obtenu un accord de Zelensky pour faire des concessions territoriales, comme abandonner le Donbass. » Et puis, quelques heures plus tard, Zelensky dit en gros « Pas question, je n'ai jamais dit ça, c'est insensé. » Donc tu as ça. Tu as l'Europe complètement humiliée par Donald Trump. Je veux dire, les choses que Trump et son équipe, Scott Bessent et Howard Lutnick, le secrétaire au commerce, Bessent, secrétaire au trésor, je veux dire, ils étaient juste là, tu sais, à insulter Trump. Pas qu'il ne l'ait pas mérité. To the Europeans. Not that they didn't deserve it. I mean, far be it to say that the Europeans. Je veux dire, c'est pas à moi de dire que les Européens étaient innocents dans cette affaire ou qu'ils ne méritaient pas ces insultes. Mais ce que cela a révélé, c'est que l'Europe est un territoire vassal, qu'elle est complètement soumise à la domination des États-Unis et qu'elle n'a pas la moindre once de respect de soi, ni les moyens économiques ou militaires de s'affirmer. Mais vous savez, cela n'aide pas que, aussi fou soit-il, il soit contrebalancé par un type tout aussi fou à Washington, D.C. Encore une fois, Donald Trump. Cette soif de s'emparer de l'Arctique sur de faux prétextes ou de prendre le contrôle du verre pour que nous puissions sécuriser la région arctique. Et il faut se demander, qu'est-ce que cela veut dire au juste? Sécuriser la région arctique. Nous allons quoi? Déployer une flotte de brise-glace que nous n'avons même pas, pour créer en gros un périmètre de sécurité et dire « vous ne pouvez pas naviguer ici sans notre permission ». Allons-nous prétendre que nous possédons les droits miniers sur certaines parties de ce territoire, alors même que nous n'avons pas la force militaire pour les faire respecter? Et encore une fois, au lieu de se demander si nous pouvons aborder le monde d'une manière qui nous permette de collaborer avec les Chinois et les Russes, s'il y a de l'énergie à extraire de l'Arctique, dans quel but? Est-ce pour extraire du pétrole, afin que certaines entreprises et certains individus s'enrichissent? Ou parlons-nous de l'extraire afin que tous les pays puissent avoir accès à une énergie à faible coût, leur permettant d'investir dans leur population et de développer les infrastructures dans leur propre pays? Quel est notre objectif? Est-ce vraiment d'améliorer les autres ou bien de les asservir, de les utiliser à notre propre avantage sans se soucier de ce qui leur arrive? Je pense que toute cette réunion de Davos était le signe que l'ensemble de l'ordre économique international est en train de se désagréger et que l'Occident se trouve dans une sorte de situation désespérée. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ont dirigé le spectacle, tenu le volant, contrôlé les choses pendant plus de 70 ans. Et tout à coup, ils n'ont plus le contrôle. Ce que la Russie et la Chine font ensemble, sous la bannière des BRICS, leur fait une peur bleue. Permettez-moi de dire un mot sur Scott Bessent, puisque Larry l'a mentionné. J'ai regardé une de ses interviews et son discours, sa réponse presque condescendante sur la beauté des sanctions américaines, était absolument révoltante. Je veux dire, il parlait comme si les sanctions américaines étaient la solution ultime à tout, la clé de chaque aspect des relations internationales, et que les États-Unis savaient parfaitement comment s'y prendre. Et Scott Bessent se présentait comme le plus grand architecte de ces sanctions sur la planète. Franchement, si j'avais été l'intervieweur, les questions de relance auraient été un supplice pour lui.
Quelle prestation écœurante. Le secrétaire au Trésor des États-Unis d'Amérique parlant ainsi, nos sanctions sont magnifiques. Our sanctions are beautiful. Oui, je veux dire, c'est encore un exemple de quelqu'un qui est complètement déconnecté de la réalité. Et c'est ce qui est si inquiétant dans toute cette administration Trump. Je veux dire, c'est une chose de se concentrer sur Donald Trump et de dire que tout tourne autour de lui. Mais Trump est soutenu par tout un groupe de courtisans qui lui répètent qu'il est le plus grand, le meilleur et le plus intelligent. Et vous savez, je ne peux pas vraiment lui en vouloir. On aime quand les gens nous complimentent, et à force, on finit par ne plus se regarder objectivement. Niemand ne fait aucun commentaire. Tu t'es figé, Nima. Ah, voilà voir. Yeah. Thank you. Oui, merci. Oui, merci beaucoup, Larry Wilkerson et Larry Johnson. So much, Carl Wilkerson and Larry Johnson. You have a raid around you. Tu as un raid autour de toi, probablement à Téhéran. Tu es toujours à Téhéran, n'est-ce pas? Il y a une meilleure direction là-bas qu'à proximité de chez moi. Je suis à environ 15 miles de Washington. Alors c'est ça, hein? Tu nous dis de nous taire et de partir? Je vais prendre ça pour un oui. Yeah. Oui, ta voix est un peu hachée. Je ne t'entends pas. Tu m'entends maintenant? Merci. Merci Larry et Larry d'être avec nous aujourd'hui. Thank you, Carl and Larry, for being with us today. Yeah. Ouais, tu m'entends maintenant? Thank you Merci so beaucoup. much For for being with us today. J'ai dit ça. Tu viens juste de nous dire de la fermer et de dégager. Tu nous entends pas? Ah oui? D'accord. Au revoir. Yeah. Au revoir. Yeah. Okay. Bye-bye. 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 Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bye-bye.